Vous connaissez Nessie, le célèbre monstre écossais, mais connaissez-vous les autres monstres qui vivent dans des lacs? Il y en aurait plus de 200 dans le monde, comme Ogopogo, le serpent marin qui hante les eaux du lac Okanagan au Canada. Vous avez certainement entendu parler du Yeti, mais connaissez-vous l'Almasti, le Yeren ou encore le Barmanou, ces hommes sauvages inconnus qui existeraient dans le Caucase, en Chine ou dans les régions montagneuses du Pakistan? Et savez-vous que le Mokele Mbembe est peut-être un dinosaure relique qui survit dans les forêts inexplorées en Centrafrique? Si vous pensez que toutes les espèces animales ont été découvertes sur notre planète, vous risquez d'être surpris. Et si vous n'avez pas peur de vous confronter aux monstres de légende qui recèlent peut-être un fond de vérité, alors bienvenue dans le monde extraordinaire de la cryptozoologie. Du monstre du Loch Ness au Yeti, sur la piste des créatures mystérieuses. Une série réalisée par Frankistas et Bawandine. Le mystère du Loch Ness est-il enfin élucidé? Les médias du monde entier sont représentés ce soir au Muséum d'Histoire Naturelle de Londres pour entendre les déclarations d'un groupe de chercheurs américains qui assurent avoir établi la preuve définitive de l'existence du monstre du Loch Ness. 6e épisode, Loch Ness, illusion, poisson géant ou monstre inquiétant. Avec dans les rôles principaux, Éric Buffetot, paléontologue, chercheur au CNRS et passionné de cryptozoologie. Le monstre du Loch Ness a beaucoup de points communs avec le grand serpent de mer, parce qu'il est décrit comme un animal plutôt allongé, avec un long cou, éventuellement sous l'aspect d'un plésiosaure. Benoît Grison, biologiste, sociologue des sciences et auteur du livre « Du Yeti au calmar géant ». La question, c'est de savoir qu'est-ce que ces milliers de témoins ont vu. Tous ne sont pas des menteurs. Et Michel Ballot, chercheur indépendant, cryptozoologue et chasseur de dragons africains. Je persiste à penser qu'il y a eu dans le passé, et peut-être encore aujourd'hui, une forme animale inconnue dans le Loch Ness. Vous êtes venu percer le mystère du Loch? Il n'y a pas de mystère du Loch. Je n'en suis pas si sûre. Une fois, quand j'étais gamine, j'ai vu un énorme sillage dans la baie. Juste après, 3 bosses sont apparues au-delà du château. Vers 9h du matin, d'une petite colline dominant le loch, j'ai vu la surface calme de l'eau s'agiter brusquement, sous la poussée d'une bête vraiment étonnante. Elle avait au moins 10 mètres de long et, comme elle continuait d'émerger, j'ai pu distinguer un certain nombre de bosses. J'en ai compté 12, émergeant d'environ 30 cm, car je les voyais très bien de là-haut. La bête s'est dirigée vers la jetée. À un moment, elle a dressé sa tête et son cou et s'est ébrouée. J'ai alors vu quelque chose allant de la tête au bas du cou sur plus d'1 mètre de longueur. C'était une sorte de crinière sombre. La visibilité était si nette que j'ai pu voir les gouttes d'eau qui retombaient dans le loch quand la bête s'est secouée. Arrivée à la jetée, elle a encore allongé le cou hors de l'eau, là où un ruisseau se jette dans le loch. Elle n'est pas montée sur le rivage et m'a paru chasser le long du bord. Je ne vois pas comment elle pouvait se déplacer ainsi, sans utiliser des nageoires ou des pattes. Ce témoignage date du 6 juillet 1934. Il faut savoir que le monstre du Loch Ness, affectueusement surnommé Nessie par les Écossais, est devenu une véritable star médiatique dans les années 30. À tel point qu'encore aujourd'hui, il est le plus célèbre de tous les cryptides, ce qui signifie animal encore inconnu de la science. Tout le monde en a entendu parler. Il était donc tout à fait logique que Bernard Heuvelmans, le père de la cryptozoologie qui étudie les créatures mystérieuses, se soit intéressé aux monstres. Il l'explique au micro de Jacques Chancel dans l'émission Radioscopie en 1974. J'ai plongé plusieurs fois dans le Loch Ness. C'était non pas avec l'espoir de rencontrer un de ces animaux inconnus. Un peu quand même. Non, je voulais voir les possibilités
de voir sous l'eau. En réalité, l'eau est imprégnée de tourbes et on ne peut rien voir. Parce que quand on plonge à 5 mètres de profondeur, on ne voit plus ses mains. Et puis c'est très glacé, ça. Enfin, j'étais en combinaison de caoutchouc. Mais je me suis dit parfois, si jamais j'avais vu un de ces animaux, mon témoignage serait très suspect parce que c'est le sujet même de mes recherches. Et moi, je pourrais évidemment donner une description, je pourrais en inventer une description extraordinairement précise. Mais on ne vous croirait pas. On ne me croirait pas à cause de cela. Et d'un autre côté, si j'avais eu une expérience, une de ces opérations moi-même, il eût été scandaleux que je n'en porte pas témoignage. Alors, il devient célèbre quand, ce monstre du Loch Ness? Il devient célèbre à partir du milieu des années 1930, quand les premiers témoignages commencent à affluer. Éric Buffetot, auteur du livre « À la recherche des animaux mystérieux ». Mais quand on a recherché un peu plus dans l'histoire et dans les traditions écossaises, on a trouvé des récits qui pouvaient s'appliquer à un monstre similaire, qui sont beaucoup plus anciens, qui peuvent remonter au Moyen-Âge. Mais essentiellement, c'est une histoire récente, qui a 80 ans, disons, l'histoire du monstre du Loch Ness. Il est quand même intéressant de noter qu'on trouve effectivement des traces de la présence d'animaux mystérieux dans le loch écossais bien avant les années 30. Mais alors, vraiment longtemps avant. Le premier témoignage, c'est un saint colomban qui, dans les premières années de notre ère, a été, soi-disant, selon la légende, témoin de l'apparition de ce monstre. Michel Ballot, chercheur indépendant et cryptozoologue. Un homme était en perdition sur les bords du lac. Saint Colomban demande à l'un de ses fidèles d'aller récupérer le pauvre homme qui allait se noyer. L'animal arrive et Saint Colomban dit « Halte, ne va pas plus loin, retourne dans ton lac ». Bon, alors, bien sûr, c'est une histoire, mais c'est le point de départ. Il est certain qu'il y a l'aspect divin qui est très présent dans le relationnel et dans les écrits qu'ont pu faire par la suite certains fidèles sur cette histoire de Saint Colomban. Mais les premières observations intéressantes datent du XIXe siècle. Il faut bien se dire que au XIXe siècle, le Loch Ness, qui est quand même l'étendue d'eau la plus importante et la plus profonde d'Europe, il est certain que c'était une zone complètement inconnue. Il y avait les pêcheurs, il y avait les gens qui habitaient là-bas, sur les bords du lac, mais enfin, c'était quand même une zone très enclavée, reliée par la mer, par le canal calédonien, et de nombreuses observations qui font état d'un animal avec une grosse bosse, avec un long cou, avec une petite tête. Quelques observations parlent de pattes, quelques observations parlent de nageoires. Il y en a une bonne dizaine qui sont assez intéressantes lorsqu'on les étudie parce que il faut se remettre dans le contexte du 19e siècle. Ce sont des gens qui sont proches de la nature, qui vivent grâce et avec la nature, qui connaissent parfaitement la nature et les animaux. Et donc, pourquoi pas ne pas accréditer leur témoignage sans publicité qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Quelques dizaines de témoignages, ce n'est pas assez pour pouvoir affirmer qu'une créature ou des créatures inconnues évoluent dans les eaux sombres du Loch Ness. Tout va changer en 1933. Les témoignages concernant un monstre dans le lac écossais vont devenir presque quotidiens, et ce, pour une bonne raison. C'est pas une espèce de phénomène de rumeur. Benoît Grison, biologiste et sociologue des sciences. Il s'agit bien de témoignages circonstanciés, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. C'est toujours le problème. Et en 1933, on a plutôt achevé de construire une route qui parcourt tout le rivage du Loch. On a abattu quantité de conifères qui masquaient la vue sur le Loch depuis le rivage. Ceux qui vont devenir les turiféraires du monstre vont vous expliquer, avant il était bien là le monstre, mais on ne pouvait pas bien le voir du rivage, et c'est pour ça qu'à partir de 1933, avec la nouvelle route qui a dégagé la vue, puisqu'on a abattu tous ces arbres,
on a pu avoir des témoignages multiples. There was a lot of duck close in shore. Il y a eu un grand mouvement dans l'eau et alors soudainement, cette chose est apparue à la surface. Et j'ai pu la voir. C'était hors de l'eau, noir, mouillé, avec de l'eau qui dégoulinait. J'ai crié et dit à mon mari d'arrêter la voiture pour regarder cette bête. Mais il n'a pas pu s'arrêter tout de suite. Et le temps que la voiture s'arrête, cette chose était repartie sous la surface du loch. Ce témoignage est celui de Madame Mackay. Il sera retranscrit dans l'Inverness Courier du 2 mai 1933. Madame Mackay pousse son mari, dit « Regarde ce qui se passe, regarde, je vois quelque chose. » Elle voit des remous, etc. et visiblement un dos, et puis ça disparaît. Éric Joie, naturaliste et cryptozoologue. Et ils rentrent chez eux, tranquilles, ils n'en parlent plus, jusqu'au moment où ils reçoivent un soir Alex Campbell, qui est garde-pêche sur le loch, et pigiste à l'Inverness Courier, qui est le journal local, et raconte leur aventure à Alex Campbell. On dit « Ah, toi, t'es garde-pêche, est-ce que t'as déjà vu ce truc-là? On vient de voir un truc qu'on ne sait pas identifier. » Il dit « Oui, je l'ai déjà vu plusieurs fois. » Bien. Et ça en reste là. Jusqu'au moment où Campbell se dit « Tiens, je vais peut-être publier un article là-dessus. » Il écrit un article qu'il soumet à son directeur, le directeur de l'Inverness Courier. Et le directeur dit « Ah, mais si ton animal existe, ça doit être un véritable monstre. » Publié au début du mois de mai, publié dans l'Inverness Courier, le Daily Mail et compagnie reprend l'information, ça se diffuse dans le monde entier, le monstre du Loch Ness a été aperçu, et on est parti, quoi. Et là, l'affaire démarre sur les chapeaux de roue. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle monstre directement? Pourquoi est-ce qu'il gagne une telle notoriété? Tout gros animal inconnu se fait rapidement appeler monstre. Éric Buffetot, auteur du livre « À la recherche des animaux mystérieux ». C'est devenu le terme, j'allais dire presque officiel pour le cryptide du Loch Ness. C'est un monstre. Au-delà du vocabulaire, il y a tellement de facteurs qui se mélangent dans cette histoire, y compris des aspects touristique, parce qu'il est sûr que le monstre du Loch Ness a été énormément employé pour promouvoir le tourisme en Écosse à partir d'une certaine époque. Et encore aujourd'hui, bien sûr. C'est un être supposé qui est entré dans la culture populaire très rapidement. Peut-être en partie aussi parce que ça se passe dans un pays d'Europe où il est assez facile de se rendre sur les bords du lac et de s'amuser à chercher si on voit quelque chose. C'est des routes tout autour. C'est pas les profondeurs de l'Afrique ou de l'Amazonie. Et donc, le monstre du Loch Ness est très très vite devenu populaire, grâce aussi à la presse et aux médias les plus divers. Il est à noter qu'Alex Campbell, le garde-pêche du Loch Ness, qui est également l'auteur du premier article sur le monstre dans l'Inverness Courier, était très enthousiaste quant à l'existence des Nessie. On peut le comprendre, il l'a vu 17 fois. J'ai vu le cou, la tête et son corps de 12 mètres de long. 12 mètres? Oui. Ça s'est passé quand? En 1948. Vous pouvez le décrire? Oui, c'était un matin ensoleillé, les conditions étaient excellentes. Et ça a fait surface. C'était vraiment extraordinaire. Ça s'est passé le matin? Oui, à 8h du matin. Je pouvais voir sa tête tourner. Il semblait nerveux. Je me suis dit, mon Dieu, comme c'est étrange. J'ai fermé et ouvert les yeux 3 fois pour être bien sûr que je n'avais pas une hallucination. Je ne peux pas l'expliquer, mais je n'avais pas peur. Je me suis dit, ça va être intéressant. La créature est restée à la surface jusqu'à ce qu'un petit bateau arrive. Et quand l'animal l'a vu, incroyable, il a plongé d'un coup. Le vieux nom en gaélique pour désigner cette créature, c'est Cheusht, ce qui veut dire le cheval des eaux. Le cheval des eaux, qu'on appelle aussi le Kelpie, était une croyance ancestrale et tenace dans le folklore des Highlands écossais. Une figure légendaire et inquiétante apportée par les Celtes. Alex Campbell est censé être le premier témoignage de la vague d'observation de 1933. Benoît Grison,
biologiste et sociologue des sciences. Mais il ne faut pas oublier l'importance du contexte culturel écossais. Alex Campbell est issu d'une famille écossaise très portée sur le patrimoine historique, sur l'identité écossaise. Clairement, c'est un nationaliste écossais. Or, qu'entend Alex Campbell de la part de ses aïeux depuis l'enfance, c'est des histoires de kelpie. Et qu'est-ce que c'est qu'un kelpie ? Le kelpie, c'est une figure dans la mythologie celtique, c'est un démon des eaux. C'est-à-dire que le kelpie est un être surnaturel qui, pour les anciens Celtes, habitait les grandes pièces d'eau, les lacs pour l'essentiel. Cet être surnaturel pouvait prendre l'apparence d'un cheval ou d'un taureau des eaux et le voir porter malheur. D'ailleurs, il faut signaler que parmi les premiers témoins londoniens qui ont prétendu ou qui ont cru avoir vu le monstre en 1933, quand ils ont raconté ça à certains Écossais du cru, les gens ont dit n'évoquez pas ça, ça porte malheur, et ils étaient vivement sincères. Bon, donc avant qu'il y ait une croyance très rationaliste, qu'elle soit fausse ou pas, et visiblement elle était fausse parce qu'il ne s'agit pas d'un animal inconnu en Écosse autour du monstre du Loch Ness, bien avant, dans ce même lac, il y avait la croyance dans ces esprits des eaux qui portaient malheur, qui étaient assez démoniaques, les kelpies, à allure donc chevaline ou de taureau des eaux. Et Campbell, en fait, a été complètement imbibé, c'est très positif, c'est tout un patrimoine culturel, de ces traditions folkloriques, mythologiques écossaises. Et pour Alex Campbell, c'était une façon de se réapproprier, il était tout à fait sincère, c'est pas quelqu'un, ça fait pas partie de ces acteurs de l'affaire du Loch Ness qui ont été des mystificateurs. Pour Alex Campbell, défendre le monstre du Loch Ness, c'était se réapproprier le folklore du kelpie en disant nos ancêtres étaient superstitieux, ils ont cru voir un démon des eaux quand ils ne voyaient qu'un animal inconnu. Mais nos ancêtres n'étaient pas bêtes, ce qu'ils croyaient exister dans le loch existait bien. Simplement, c'était un animal impressionnant qui leur faisait peur et qu'ils interprétaient, en fonction de leurs croyances, comme un démon des eaux. Donc c'était quelque part un coup de chapeau au legs des anciens Écossais que de faire une interprétation rationnelle et supposée scientifique du kelpie qui devenait un monstre inconnu dans le loch, qui aurait impressionné les premiers Celtes. Figure légendaire ou animal monstrueux réel, Nessie va s'enhardir et quitter les eaux de son lac pour s'aventurer sur le plancher des vaches. Et oui, c'est moins connu, mais le monstre du Loch Ness est capable de se déplacer en se dandinant sur la terre ferme quand il lui en prend l'envie. Il y a un couple en voiture qui a vu l'animal traverser la route, qui avait la taille d'un éléphant et qui semblait avoir des nageoires, avec un long cou. Michel Ballot, chercheur indépendant et cryptozoologue. Et puis il y a surtout eu aussi un autre témoignage d'un jeune étudiant qui rentrait à moto la nuit pour rejoindre Inverness et l'animal est passé devant lui et il est tombé de sa moto. Pendant des années, par exemple, ce dernier témoignage a fait foi. Et puis finalement, l'étudiant est revenu sur son témoignage en disant non, finalement j'ai rien vu, j'ai eu un accident avec ma moto et j'ai fait croire à mes parents que c'est parce que j'avais vu l'animal que je suis tombé de moto et que la moto s'est abîmée. La question après ça, c'est de savoir qu'est-ce que ces milliers de témoins ont vu au fil des temps. Benoît Grison. Vous avez les témoins les plus diversifiés. Par exemple, vous avez l'abbaye de Fort Augustus, qui est une abbaye bénédictine au bord du Loch. C'est une abbaye bénédictine masculine. Et donc, il y a tellement de moines qui ont vu au cours du temps ce qu'ils croient être le monstre, qu'au sein même de l'abbaye, encore aujourd'hui, c'est un sujet de dissensus. Il y a des moines qui n'y croient pas, et puis il y a ceux qui l'ont vu, du moins s'imaginent l'avoir vu et qui y croient. Il y a une catégorie de témoins qui vient de milieux très divers, avec pas d'intérêt particulier, surtout économique, lié au tourisme. Qu'est-ce que ces milliers de témoins ont vu ? Tous ne sont pas des menteurs. La première fois que je l'ai vu, c'était en septembre 1990. J'étais en train de conduire quand je l'ai aperçu dans la baie entre le château et le promontoire. J'ai regardé et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ?
C'était exactement comme la coque d'un bateau renversé à la surface de l'eau. C'était gris, très sombre et brillant parce que c'était mouillé. Il devait mesurer entre 7 et 9 mètres et il faisait 2 ou 3 mètres de haut. J'ai regardé 3 ou 4 fois, puis il a disparu. Ce qui lui ressemble le plus, ce sont des représentations que j'ai vues du plésiosaure. Même couleur, même texture de peau, gris brillant avec de l'eau dégoulinante. C'est la même chose, vraiment. Et quand les scientifiques disent qu'il n'y a rien dans le lac, je dis simplement « Attendez de l'avoir vu, alors vous croirez qu'il y a quelque chose. » Définitivement. Vous venez de l'entendre avec cette dame qui a vu Nessie dans les années 90. Beaucoup de témoins considèrent que le monstre serait un plésiosaure, un reptile marin à long cou qui vivait au temps des dinosaures et qui a disparu il y a 65 millions d'années. C'est une théorie qui va avoir du succès dès les débuts de l'affaire du Loch Ness. C'est la même théorie qui est développée dans le film Loch Ness, réalisé en 1996 par John Anderson. On voit le moindre mollusque, on voit chaque centimètre cube, donc on le verra. Ne peut pas ne pas être là. Qu'est-ce qui ne peut pas ne pas être là, Adrien ? La créature. Vous savez qu'à la préhistoire, le loch était relié à la mer par un bras étroit. Ça ne communique plus depuis la seconde période glaciaire. Donc un dinosaure aquatique aurait très bien pu se faire prendre comme si c'était un aquarium. Et puis il aurait assuré sa survie. Il aurait échappé à l'extinction. Intéressant comme théorie. Un des gros problèmes qu'il faut bien concevoir, c'est que le Loch Ness, c'est pas un lac très ancien. Eric Buffetot, auteur du livre « À la recherche des animaux mystérieux ». C'est un lac qui s'est formé quand les glaciers ont reculé à la fin de la dernière période glaciaire, donc c'est un lac qui a moins de 10 000 ans. Les plésiosaures, eux, ils vivaient au Mésozoïque, et les derniers se sont éteints il y a 66 millions d'années. Donc ça fait une grande marge, et on ne peut pas imaginer un seul instant qu'un plésiosaure ait pu subsister dans le Loch Ness depuis cette époque reculée jusqu'à aujourd'hui, pour la bonne raison que le lac n'existait pas. Si on veut croire que c'est un plésiosaure, il faut admettre que c'est un plésiosaure qui est venu dans le Loch Ness à une date géologiquement très récente, il y a moins de 10 000 ans. Quand je dis un plésiosaure, enfin une population de plésiosaures qui sont arrivés dans le lac, on ne sait pas comment, il y a moins de 10 000 ans. Donc c'est extrêmement difficile à croire parce qu'on ne peut pas dire qu'il y ait des plésiosaures qui pullulent dans les eaux autour de l'Écosse. À moins d'imaginer, bien sûr, que le monstre du Loch Ness n'est qu'une variante du grand serpent de mer qui lui-même serait un plésiosaure et que là, on aurait simplement la version d'eau douce du grand serpent de mer. Et donc ça devient très très compliqué tout ça. En réalité, 1933, c'est aussi la période King Kong. Benoît Grison, biologiste et sociologue des sciences. C'est aussi la passion à travers des films de ce type-là. Avant, il y avait aussi l'adaptation muette du Monde perdu de Conan Doyle, des films à dinosaures. Et les premiers témoignages sont contemporains du King Kong, qui était bien sûr diffusé à Inverness et d'autres villes d'Écosse de la région. Et que vous disent les gens en 1933, souvent ils comparent ce qu'ils ont vu à un dinosaure, qui est déjà une erreur zoologique, parce que s'ils ont vu quelque chose qui existe vraiment, et en supposant que cet animal soit un animal appartenant à une faune rescapée du secondaire, ça serait un reptile aquatique, et ça c'est pas des dinosaures, c'est des cousins des plésiosaures par exemple. Ou éventuellement, c'est des mosasaures à allure de pseudo-crocodile. Donc, il y avait une vogue du film à dinosaures qui a quand même beaucoup modelé les témoignages, les premiers témoignages du monstre en 1933. Comment appelez-vous ça ? Oh, quelque chose comme un dinosaure de sa famille. Un dinosaure. Oui, Jack. Préhistorique. Dites, voyez la longueur de ce monstre. Ah, si je pouvais seulement ramener un vivant. Le King Kong, réalisé par Merian C. Cooper, a certainement fortement marqué l'imagination du public en 1933. Et ça peut sans doute expliquer pourquoi les témoins du Loch Ness pensent voir une relique du temps des dinosaures avec un long cou. Et puis surtout, une photo célèbre prise en 1934 sur les bords du lac semble confirmer tout ça.
Une photo trop belle pour être vraie. C'est la photo dite du chirurgien. Benoît Grison, biologiste et sociologue des sciences. La photo du chirurgien parce que c'est un praticien anglais qui en vacances aurait photographié ce long cou et cette petite tête qui ressemble un petit peu à un manche de parapluie. On s'est aperçu peu à peu que cette fameuse photo du chirurgien n'était pas très crédible. D'abord, on n'avait pas les négatifs originaux. Et puis, au milieu des années 1990, un parent du dit chirurgien mourant a expliqué que ça aurait été une mystification faite avec un sous-marin miniature. Alors bon, pourquoi y aurait-il une mystification ? Il y a un personnage, Marmaduke Wetherell, chasseur de gros gibier très réputé en Angleterre, qui avait été envoyé par les médias traquer sur les bords du loch notre monstre. En réalité, ce Marmaduke Wetherell n'avait trouvé que des empreintes d'hippopotame qui avaient été faites avec une patte d'hippopotame naturalisée, par des farceurs. Donc ce Wetherell s'était complètement ridiculisé. Et pour se venger des médias, il aurait mis au point, avec son neveu, la mystification de la photo du chirurgien. Mais dans les années 30, elle va exciter l'imagination de tout le monde. Des témoins, des médias, mais aussi de certains scientifiques. Les expéditions pour essayer de prouver l'existence de Nessie vont se multiplier en mettant parfois en œuvre de gros moyens. Par exemple, en 1969, Dan Taylor, chercheur américain d'Atlanta de 28 ans, a conçu le Viper Fish, un petit sous-marin jaune pour plonger dans les eaux du Loch Ness. L'idée était de ramener carrément un morceau du monstre pour l'étudier et trouver son origine. Le Viper Fish a bien sûr fait la grande joie des journalistes de l'époque. Il possède des fusils à air comprimé qui pourront envoyer des flèches afin de récupérer des échantillons de peau du monstre. Avec une coupole et 9 hublots afin de pouvoir observer la créature sur 360 degrés. J'ai demandé à M. Taylor comment il comptait s'y prendre pour traquer le monstre. Et il y a d'autres photos qui ont été faites en 1972. Benoît Grison, biologiste et sociologue des sciences. Un technologue qui s'appelle Robert Rines, un Américain qui est maintenant décédé, mais qui les a traitées informatiquement, c'est des photos sous-marines, avec des caméras haute technologie pour le début des années 1970. Alors là, ça a été la folie. Michel Ballot, chercheur indépendant et cryptozoologue. On voit sur ces photos sous-marines une nageoire et une tête de l'animal. Toutes les photos paraissent dans la presse du monde entier. On a découvert la tête du monstre du Loch Ness, on a découvert c'est un plésiosaure. On a baptisé officiellement le monstre du Loch Ness, Nessiteria rhombopteryx, c'est-à-dire l'animal du Loch Ness qui a une nageoire en forme de losange. Et donc, l'animal, officiellement, est né. Et puis, les recherches approfondies montrent par la suite, par d'autres équipes, que cette tête, qui avait une forme de gargouille, n'était qu'en réalité qu'un tronc d'arbre, et que la forme de la nageoire en losange ne correspondait absolument pas à une nageoire d'un soi-disant plésiosaure. Dans le meilleur des cas, l'équipe de Rines a voulu voir des choses sur des clichés qui n'étaient absolument pas nets, même après traitement informatique. Benoît Grison. Et ont quelque part corrigé les photos pour imposer leur interprétation. Enfin, ça, c'est l'hypothèse indulgente. L'hypothèse pas indulgente, c'est que ça serait une mystification. Donc, les photos du monstre du Loch Ness tombent à l'eau, pour faire un très mauvais jeu de mots. Dans les années 50, 60, 70, les expéditions se suivent, mais aucune d'entre elles n'apporte la preuve définitive de l'existence du monstre. C'est même plutôt tout le contraire. Mais rien n'y fait, la chasse à Nessie ne semble jamais devoir s'arrêter. Une fois sous l'eau dans le Loch Ness, vous pouvez parfois voir un vrai plongeur qui travaille pour ce projet sous-marin à la recherche de Nessie. Le siège derrière ce hublot est sûrement la meilleure place pour l'apercevoir. Maintenant que nous sommes ici avec notre sous-marin,
Nous allons pouvoir plonger au cœur du loch dans le repère du monstre. Ensuite, on a également fait des recherches au sonar, à ultrasons, dans le Loch Ness. Michel Rénal, cryptozoologue confirmé. En 1986, vous avez toute une flottille de plusieurs dizaines de bateaux, chacun avec un sonar à balayage latéral. Ils ont passé au peigne fin le Loch Ness du nord-est au sud-ouest, tant dire dans toute sa longueur. Et résultat, ils ont obtenu, allez, on va dire 2 ou peut-être 3 échosonars d'un objet de plusieurs mètres long, dont il est extrêmement présomptueux de dire qu'il s'agit du monstre du Loch Ness, si tant est qu'il ait existé, puisque sa forme ne donne aucune indication. La seule chose, c'est que le lendemain, les bateaux avec le sonar étant revenus au même endroit, ils n'ont rien trouvé. Enfin, il n'y avait plus l'écho-sonar. Bon, donc l'objet en question n'était plus au même endroit, c'était déplacé. Et donc, si on est ultra optimiste, on dira que oui, c'était 2 voire 3 monstres, hein, ce qui ne fait pas une population viable, soit dit en passant. Mais bon, dans le loch, et ces objets se sont déplacés. Mais comme on n'a aucun élément qui permette de dire qu'il s'agit d'un animal, ça pourrait être aussi bien un paquet de végétaux, ça pourrait être un faux positif, comme on dit aujourd'hui, dans les couches aquatiques, et qui, entre si vous voulez, les différences de température, entre les différentes couches d'eau du Loch Ness, peuvent créer en fait de faux signaux sonars. Vous avez le faisceau sonar qui va se réfléchir et donner l'aspect, je dirais, d'un objet qui a provoqué cet écho, alors qu'en réalité, il s'agit tout simplement d'une différence entre 2 couches d'eau. Ça aussi, c'est un saumon? Non, regarde ça, il approche. Il approche. Oh mince, 3 mètres. 6 mètres 60. Presque 13 mètres de long. C'est sûrement un tapis végétal immergé. Oui, c'est possible. Non. Manque l'estroboscope. Il arrive de notre côté. Il remonte vers la surface. Merde, où sont les objectifs? Ça enregistre. Suis-le bien, ne le perds pas de vue. Il se déplace trop vite. Ne le perds pas. Il se déplace trop vite. Il se déplace trop vite. Je l'ai perdu. Regarde, il est là. Il file 50 nœuds, il fonce droit sur nous. Il est sur nous! Attention, il s'agit bien ici de fiction. Jamais aucune recherche avec des sonars n'a donné de résultats aussi spectaculaires que ceux du film Loch Ness de 1996. Je vous le jure devant Dieu, je l'ai vu, je vous le jure. Globalement, on peut dire que toutes les recherches au Loch Ness n'ont rien démontré ni rien prouvé. C'est pourquoi aujourd'hui, aucun scientifique sérieux ne vous dira qu'une nouvelle espèce pourrait encore être découverte dans les eaux du Loch. C'est pourtant une erreur. Avec toute cette affaire, une nouvelle espèce est bien apparue sur les abords du lac écossais. Les chasseurs de monstres. Si vous y allez, vous risquez d'en croiser quelques-uns qui ont tout abandonné pour se consacrer exclusivement à la traque de Nessie. Un des premiers s'appelait Tim Dinsdale. Il pensait avoir filmé la créature dans les années 60 et il avait même pu faire une autre observation spectaculaire de son monstre préféré. Ça ressemblait à un anaconda noir. Il est sorti de l'eau comme ça et il a replongé dans un nuage d'écume blanche. Steve Feltham, lui, chasse la bête du Loch depuis plus de 30 ans à temps plein. Il a été obligé de quitter son emploi, sa maison et sa femme pour y arriver. Il scrute le lac tous les jours depuis sa petite caravane. Depuis toujours, je rêvais de me plonger dans ce mystère. La première fois que je suis venu ici, j'avais 7 ans et je suis tombé amoureux de cet endroit. J'ai décidé que c'était ce que je voulais faire de ma vie. Chercher des réponses dans le Loch Ness. Je n'ai vu qu'une seule chose qui défie toute explication. Quelque chose a traversé mon champ de vision comme une torpille dans l'eau. Ça faisait comme un jet d'eau très rapide qui est passé très vite. Je ne sais pas ce que c'était. Je n'ai jamais eu envie de laisser tomber. Je sais que j'ai raison de faire ça. Je fais ce que j'ai toujours voulu faire. Essayer d'identifier ce qui est dans le Loch Ness.
Et ça me va très bien. Ce qui est impressionnant aussi dans le Loch Ness, c'est de voir des personnalités, qu'ils soient scientifiques ou pas, qui ont passé leur vie ou qui ont donné énormément d'énergie à essayer de trouver un monsieur, par exemple, qui s'appelle Tim Dinsdale et qui l'a filmé, qui, je pense, est de bonne foi, mais qui a vraiment, je ne vais pas dire sacrifié sa vie, mais il y a passé tout son temps, quoi. Il y a des gens qui sont devenus vraiment obsédés par cette quête du monstre du Loch Ness. Ça devient... Tout à fait. Éric Buffetot, auteur du livre « À la recherche des animaux mystérieux ». Il y a un certain type de psychologie qui se prête à ça, à cette recherche un peu obsessive de quelque chose qui est quand même assez fugace et difficile à cerner. Depuis une quarantaine d'années, le projet de recherche s'est tout simplement modernisé. On l'a mis au goût du jour. Dans les faits, nous utilisons des milliers de cerveaux et les yeux des gens du monde entier. Quand on le voit, on reste bouche bée. Et on a les poils qui se dressent d'un coup. On réalise qu'il y a bien quelque chose dans l'eau. On le voit de ses propres yeux, en direct. C'est là, et ça fait un choc. Nico Takala fait partie de la race moderne des chasseurs de monstres. Il gère un réseau de caméras braquées 24 heures sur 24 sur des points stratégiques du lac. Les images sont diffusées sur Internet et donc le monde entier peut scruter la surface du Loch Ness à n'importe quel moment. Précisons qu'aucune image jusqu'à présent n'a pu prouver quoi que ce soit. Ce qui n'enlève rien à la conviction de notre chasseur de monstres écossais. Pour moi, une des preuves les plus irréfutables, c'est ce qui est arrivé à un plongeur qui est descendu dans le Loch Ness il y a des années. Il est remonté le visage blême, tremblant de terreur. Il avait croisé quelque chose au fond de l'eau boueuse avec sa torche. Il a dit que c'était tellement inimaginable que ça devait venir de l'enfer. Je pense que c'est une créature qui vient de la mer et qui y retourne. C'est pour ça qu'on ne la voit pas tout le temps. Ça pourrait être une famille d'animaux marins. Pour vous, c'est un cryptide ? Un animal encore inconnu ? Exactement. Je crois que le monstre du Loch Ness, il va continuer à exister dans l'imagination populaire et il y a certains cryptozoologues qui continueront à y croire dur comme fer. Éric Buffetot, auteur du livre « À la recherche des animaux mystérieux ». Mais ça m'étonnerait qu'il y ait encore beaucoup de scientifiques qui se donnent la peine d'aller chercher quelque chose. Jusqu'à très récemment, il y a encore eu des études ADN, etc. sur le monstre du Loch Ness. Oui, ADN, oui, mais effectivement, mais qui n'ont rien donné, rien de concret. Mais donc il y a encore des scientifiques qui s'y intéressent. Il y a encore des scientifiques qui s'y intéressent parce que des scientifiques, ça amuse aussi. Et on n'est pas obligé de prendre les choses totalement au sérieux pour s'y intéresser, je dirais. Et puis aussi, ça peut être le plaisir de faire un peu de buzz autour de ce qu'on fait. Les scientifiques ne sont pas toujours des gens d'un sérieux parfaitement rigide. Maintenant, écoutez-moi bien. Vous qui croyez être tellement mieux que tout le monde, ce peuple dont vous parlez si mal, c'est celui des Celtes. Jadis, les têtes de leurs ennemis se balançaient aux crinières de leurs chevaux. Sachez que jamais vous ne percerez le mystère du Loch. Dans le prochain épisode, on quitte les cryptides aquatiques Aekai et on s'intéresse aux cryptides Hop. Stop, nous n'avons pas encore fini. Nessie est peut-être célèbre, mais il ou elle ne représente qu'un seul monstre dans un seul lac. Or, des monstres de lac, appelés monstres lacustres en cryptozoologie, il y en aurait dans le monde entier. Et il y en aurait beaucoup. Il y en a en Islande, il y en a en Norvège, en Suède, au Danemark, en Russie, en Malaisie, au Japon, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud, au Cameroun, au Gabon, en Zambie, en Afrique du Sud. Il y en a partout dans le monde. Michel Ballot, chercheur indépendant et cryptozoologue. Les témoignages concernant les monstres lacustres, bien entendu, il y en a des centaines et des centaines partout dans le monde. Mais vous avez enquêté sur des lacs à monstres, vous ? J'étais en Norvège, au Selzjordsvatnet, dans le sud de la Norvège. J'ai été en 98, 99, 2000, invité par Jan Ove Sundberg, il est décédé, un chercheur, un journaliste local. Éric Joie,
naturaliste et cryptozoologue. Par rapport à ce qu'on a trouvé, j'ai 2 éléments qui me posent problème. Le premier, c'est des enregistrements. Moi, j'étais là quand ces enregistrements ont été faits par un acousticien qui était là. Ah, du son, vous avez enregistré? Oui. Et moi, comment s'appellent les créatures supposées de ces lacs? Alors, là-bas, ils ont des petits noms aussi. Là-bas, on l'a appelé Selma, qu'on l'a appelé, ou Grand Vert. Et donc, j'ai eu ces enregistrements, une espèce de ronflement, comme ça, assez bizarre. Alors que Sundberg aurait analysé, et que certains scientifiques, océanographes, ont dit que ça ressemble à un cri de baleine, un ronflement de baleine. Bon, moi, je veux bien, je sais pas. Apparemment, c'est pas identifié comme un animal connu. Alors, il y a autre chose qui me semble curieux, c'est qu'une après-midi, on avait jour de congé, et un de nos collègues va le long du lac, et le gars est cinéaste, donc ou vidéaste à l'époque, et il prend sa caméra avec lui, et il a photographié dans une baie un animal qui, on peut estimer, doit avoir un sillage, qui vient, qui repart, qui vient, qui repart, qui vient. Comme si quelque chose chassait des poissons, je vais dire comme une espèce de... comme si une poursuite de poissons quelque part, ou bien simplement il patrouille à la recherche. Et on ne sait pas ce que c'est. Alors à un certain moment, ce qui est curieux, c'est qu'on voit une mouette qui passe au-dessus, et la mouette s'écarte. Elle est dans le ciel, mais elle s'écarte. Elle suit son chemin, mais elle s'écarte de la zone où cette créature nage. On ne sait pas ce que c'est. Ça dure quelques secondes, 1 minute, quelque chose comme ça, où il a filmé. Il est venu la présenter tout de suite, l'après-midi même, à l'équipe, en disant « Voilà ce que je viens de prendre cet après-midi. » Wow. Donc pour le moment, je ne sais pas. Ce que Selma est, je ne sais pas. Je me suis intéressé à certains lacs russes puisque j'ai eu pendant quelques années pas mal de correspondances avec des cryptozoologues russes, soviétiques et russes qui se sont passionnés pour certains cryptides et en particulier pour ce lac Labinkir. Michel Ballot, chercheur indépendant et cryptozoologue. Le lac Labinkir, c'est un lac qui est très reculé dans le nord-est de la Sibérie, à environ 5000 km de Moscou. C'est une zone particulièrement inexplorée. Et en 2012, il y a eu une expédition dirigée par une professeure russe de biogéographie au nom de Emily Yanova de l'Université d'État de Moscou. Et cette femme a mis en œuvre des moyens très importants pour essayer de tenter de résoudre définitivement le mystère du lac Labinkir. La géologue va ratisser le lac avec un sonar en plus très récent. Et elle a pu, avec son équipe, enregistrer la présence de plusieurs objets immergés d'une taille pour elle qu'elle considère exceptionnelle, pouvant aller entre 8 et 10 mètres de long. C'est quand même une découverte assez extraordinaire. Je la cite. « C'était lors de notre 4e ou 5e jour, lorsque soudain l'appareil a capturé l'écho de ce qui ressemblait à d'énormes silhouettes flottantes. Et c'était juste au-dessus du fond, sous notre bateau. Elles étaient très denses, de structure parfaitement homogène, et il ne s'agissait sûrement pas d'un banc de poissons ou d'une souche d'arbre, comme à l'époque on a pu en parler au Loch Ness. Qu'est-ce que cela pouvait donc être ? Ces structures étaient denses, homogènes, et sur le moment j'ai été très surprise, mais pas effrayée, car après tout, nous n'avons rien vu de nos yeux, juste des échos. Et la scientifique de terminer, scientifiquement parlant, je ne suis bien incapable de vous dire ce que c'était. Mais ces observations répétées ont néanmoins convaincu la scientifique qu'il pouvait y avoir dans ce lac d'imposantes créatures de tailles diverses. Mais
si vous voulez être certain d'apercevoir un monstre lacustre, nous vous conseillons de vous rendre au Canada. Là-bas, les monstres des lacs sont devenus une spécialité nationale. Le plus célèbre d'entre eux répond au nom amusant d'Ogopogo, et il a pris ses quartiers dans le lac Okanagan. Il fait régulièrement l'actualité, notamment chez nos confrères de Radio-Canada. Vous vous demandez sans doute ce que je cherche. Eh bien, lorsqu'on est dans l'Okanagan, il y a une activité qui passionne les résidents et qui fascine les visiteurs. C'est d'essayer d'observer Ogopogo, le fameux, certains diraient fabuleux, monstre aquatique. On est ici près du lac Okanagan, où supposément le monstre marin Ogopogo a été vu. Est-ce que vous, ça vous fait peur? Non. Non. Vous auriez pas peur d'aller vous baigner dans le lac même s'il y a un monstre? Non. Non, mais je serais très excitée. Est-ce que vous savez à quoi il ressemble, Ogopogo? Un serpent. Un serpent de mer qui est ouvert avec des bosses quand il sort de l'eau. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Non. Non. Madame Sonia Martin, y croyez-vous au monstre Ogopogo? Mais oui. Pourquoi est-ce que vous y croyez? J'y crois parce que quand que vous parlez aux gens qui l'ont déjà vu, ils sont aussi convaincus, c'est difficile de ne pas y croire. À quoi il ressemble? La face, un peu comme un dragon. Le reste, c'est comme une super grande unagi ou un grand serpent de lac. Mais pas avec le pied ou rien, juste un grand corps avec une tête comme un dragon. Il est quelle couleur? Une sorte de vert. Les photos qui ont été prises n'ont jamais été satisfaisantes, c'est-à-dire qu'on voit peut-être une tache à la surface de l'eau, ou encore on voit quelque chose qui ressemble à des vagues. Mm-hmm. Peut-être que les gens qui ont pris ces photos ont vu plus de leurs yeux que la photo montre, mais ces photos ne réussissent pas quand même à convaincre tout le monde. Et si Ogopogo ne vous a pas convaincu, ce n'est pas grave. Il y a encore beaucoup d'autres monstres dans les lacs canadiens. Au Québec, on soupçonne l'existence de monstres dans près de 60 lacs. Et plus le lac est grand, plus le monstre est énorme. Au lac Saint-François, deuxième lac en importance au sud du Saint-Laurent, on parle même d'une bête gigantesque de 30 pieds de long. Mais le plus grand est encore le lac Memphremagog, dans les cantons de l'Est. Et le monstre qui s'y cache mesurerait de 40 à 50 pieds. Difficile à croire, direz-vous. Mais les scientifiques et l'État du Vermont reconnaissent la possibilité de l'existence d'une telle créature. J'ai entendu le bruit, elle dit, gars, qu'est-ce qu'il y a là? Fait que je m'en vais de bord, puis je regarde. Elle dit, vite, elle dit, on va t'aller, elle dit, c'est ta grosse affaire, on va nous faire mal, va t'aller, elle dit. Parmi les 146 témoignages recueillis, celui de Viateur Fortin, un cultivateur de Derby Line au Vermont, parti à la pêche sur le lac en 1986 avec son épouse Rita, est pour le moins éloquent. Elle voulait que je continue à ramer à l'île avec un petit boat. J'ai dit non. J'ai dit, je vais voir que c'est cette affaire-là. Il dit, c'est pas la première fois que je le vois. Puis là, on l'a vu sortir de l'eau dans l'arrière, hein, et puis les grosses pattes sorties de l'eau, hein, puis là, elle donnait un coup, on l'a vu sortir plus loin, tu sais. Et puis, elle a resté en flottant sur l'eau, là, comme un dos de... Ça avait l'air d'un dos de tortue, une grosse tortue, hein, 8 pieds de large, puis une vingtaine de pieds de long. Et puis après ça, ça a baissé, puis on a vu le dessus de la tête. Et le cou, là, n'a pas paru. C'est le dessus de la tête, puis un peu les hanches, puis après ça, ça a baissé dans l'eau de main, puis là, ça a fait un vacarme, l'eau a volé, puis ça s'est en allé. Est-ce qu'elle faisait un son, un cri? Non, il n'y a aucun cri, on n'a aucun cri. C'est seulement que l'eau, c'était pareil comme de l'eau, quand durant une tempête qui arrive après des roches, puis c'était calme, c'était un beau soir, là, un beau coucher de soleil, c'était vraiment beau. Et puis, on l'a vu, Rita a dit ça, moi, elle dit, je pensais jamais de voir cette affaire-là. La première fois, il faisait très beau, le 13 septembre. Le 20 septembre, il y avait beaucoup de vagues, là, c'était sombre un peu comme aujourd'hui, là, tu sais, là, cette journée-là. Mais on l'a vu différemment, mais c'était à peu près la même grosseur. Vous, M. Giguère, est-ce que vous avez eu peur quand vous l'avez aperçu? Oh, pour être franc, non, j'ai pas eu peur parce que définitivement, si cette créature-là existe, j'en déduis qu'elle n'est pas dangereuse.
Alors, ce qu'il faut savoir, parce que tout le monde connaît le monstre du Loch Ness, même monsieur et madame tout le monde qui ne s'intéressent pas du tout à la cryptozoologie, ils savent qu'il y a un monstre dans le Loch Ness, enfin un supposé monstre, etc. Oui, tout à fait. C'est vraiment rentré dans la culture populaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le monstre du Loch Ness, il n'est pas le seul. Il y a ce qu'on appelle en cryptozoologie les monstres lacustres, donc les monstres dans les lacs. Et il y en a d'ailleurs voisins du Loch Ness, le Loch Morar, etc. Mais dans le monde entier. Ça touche, on en parle au Japon de monstres à lac, en Russie, au Canada, en Argentine. Ça fait peut-être beaucoup de monstres dans les lacs, non ? Je suis bien de cet avis. Éric Buffetot, auteur du livre « À la recherche des animaux mystérieux ». Ça apparaît plutôt comme un motif mythologique, comme il y en a beaucoup d'autres. Mais commun quand même dans le monde entier, quoi. Ça fait partie d'un imaginaire collectif, peut-être. Ça, c'est intéressant. C'est de se dire qu'un peu partout, on a peur de ce qui pourrait être caché dans un lac, etc. Oui, d'ailleurs, Bernard Weymann a écrit des lignes à ce sujet, alors que c'était quelqu'un qui avait plutôt tendance à vouloir croire à l'existence des bêtes ignorées. Mais à propos des monstres lacustres, il a écrit sur le fait qu'il y a aussi un phénomène psychologique qui conduit à imaginer dans les profondeurs des lacs des créatures monstrueuses qui symbolisent, je ne sais pas exactement quoi, l'inconnu, le danger, etc. Et qu'on retrouve le même motif folklorique, parce que c'est pratiquement du folklore, un peu dans toutes les parties du monde, ça ne m'étonne pas tellement, parce qu'il y a d'autres motifs du même genre, si vous voulez, des choses comme les lutins. Les lutins, par exemple, on trouve des choses similaires aux lutins d'Europe dans toutes les parties du monde. Des petits êtres mystérieux comme ça qui vivent à côté de nous et qui se livrent à des activités qui sont souvent un peu les mêmes un peu partout. C'est assez étonnant et ça prouve que l'esprit humain a tendance à reproduire les mêmes schémas mythologiques un peu partout. Pourquoi il y a beaucoup trop de monstres lacustres ? Benoît Grison, biologiste et sociologue des sciences. Quand vous faites une analyse écologique en termes de pyramide alimentaire, le Loch Ness, par exemple, est oligotrophe, comme on dit, dans le langage des écologistes, c'est-à-dire qu'il a des chaînes alimentaires peu abondantes qui ne peuvent nourrir que peu de gros animaux. Et par exemple, le Loch Ness n'a pas assez de ressources alimentaires pour nourrir une population de grands mammifères. Pour prendre une comparaison, il n'y a jamais eu d'orques dans le Loch Ness, bien sûr, mais on ne pourrait pas nourrir une population d'orques dans le Loch Ness, pourtant il y a quand même la place pour qu'il y ait quelques orques. On ne pourrait nourrir qu'un orque égaré dans le Loch Ness, mais pas une population, pas même un couple. Il n'y a pas assez de ressources alimentaires. Et beaucoup des lacs qui sont évoqués comme étant des lacs à monstres, et si on croit vraiment qu'il y a des animaux inconnus de grande taille dans ces lacs, ces lacs sont des lacs qui sont dépourvus de ressources alimentaires suffisantes.